je me suis dit que c'était pas possible. Je me rappelle où j'étais, je me rappelle que je venais d'emmener mes vaches au pré et une incompréhension complète. Incompréhension totale par rapport au contexte d'un contrôle qui pousse quelqu'un jusqu'au bout, du bout, parce que c'est quand même un éleveur qui se fait abattre par les gendarmes après une fuite suite à un contrôle. Là, c'est la chape de plomb qui s'abat un peu plus sur nous tous. J'y croyais pas. J'arrive pas à y croire. En fuite depuis une semaine, après un contrôle sanitaire, un éleveur bovin a été abattu hier par des gendarmes. Il était en cavale suite à des contentieux avec les services de l'État concernant son exploitation agricole. Jérôme Laronce, 37 ans, finit dramatiquement sa fuite dans un petit chemin de terre. Jérôme Laronce est au volant, il démarre en trombe, selon les militaires. Des coups de feu sont tirés par les gendarmes. Le décès de l'agriculteur est prononcé. Jérôme Laronce a succombé à 3 balles, dans le dos et sur le flanc. La mort du jeune éleveur fait l'effet d'une bombe dans le monde paysan. Oh bah on est abasourdis, nous. Et on se dit, bah, ils l'ont eu. C'était ça le mot. Hein. Ils l'ont eu. Et pourquoi non? La mort de Jérôme Laronce, pour moi, n'a fait qu'amplifier ma colère, en fait, ma rage contre ce système d'industrialisation de l'agriculture qui est capable d'aller jusqu'à supprimer la vie d'un éleveur, en fait. Nous, à la rédaction du journal, lorsqu'on a appris la mort de Jérôme Laronce, on a été stupéfaits. Enfin, moi, j'ai été stupéfait. Je me suis dit, mais comment a-t-on pu en arriver à un truc comme ça pour un agriculteur qui rechigne lors d'un contrôle, quoi. Comment ça peut... comment l'administration, comment le pays, le gouvernement, la force publique peut-elle traiter un paysan de cette manière-là, quoi. Oui, vraiment, c'était très, très choquant. Les mois et les années précédentes, il y a eu de nombreux suicides d'agriculteurs. C'est la première fois qu'un éleveur meurt sous les balles de gendarmes. Il y a un sentiment d'incompréhension, d'autant plus que c'était pas du tout c'était un type sociable, enfin, qui n'avait aucun casier judiciaire pour violence ou je ne sais quoi. Enfin, c'est vraiment c'est quelqu'un intégré dans son milieu. Il a pris la fuite avec son tracteur lors d'un contrôle, avec une intention précise qui était de rentrer en campagne, comme il disait lui-même, c'est-à-dire une campagne de dénonciation du rôle de l'administration. Et malheureusement, ces 9 jours où il a pris contact avec les journalistes pour exprimer son analyse et sa colère, s'est achevé par sa mort, en fait. Pendant ces 9 jours, je vais être en contact à quelques reprises avec Jérôme Laronce, par téléphone. Il joue un rôle de lanceur d'alerte sur le malaise paysan. C'est un écorché vif. Je prenais des notes et prendre des notes de quelqu'un qui parle à vitesse normale, c'est très compliqué. Quand ils sont arrivés, les contrôleurs et tous ces gens en armes, j'étais sur mon tracteur et j'y suis resté. J'ai toujours été courtois et je n'ai jamais manqué d'égard pour les contrôleurs. Mais ce jour-là, j'ai été pris de la colère du juste. Je veux dénoncer l'hyperadministration qui n'apporte rien aux agriculteurs, sinon de l'humiliation et des brimades. Cela ne rapporte qu'aux marchands et aux intermédiaires. Mon cas est anecdotique, mais il illustre l'ultra-réglementation qui conduit à une destruction des paysans. L'histoire de Jérôme, à ma connaissance, commence en 2014 par un premier contrôle, qui est un contrôle que subissent quasiment tous les éleveurs. C'est presque des contrôles de routine. C'est juste que l'administration constate qu'il y a des bêtes qui sont en retard d'identification, des papiers qui ont été envoyés en retard ou pas encore envoyés pour déclarer des naissances. Mais ce qui arrive à la plupart des éleveurs, notamment des éleveurs en plein air. Il faut comprendre, ça paraît anodin, ces contrôles-là. La plupart du temps, les éleveurs le vivent avec un stress énorme parce qu'il y a tellement de réglementations à respecter, il y a tellement de paperasse à faire,
que quasiment aucun éleveur peut se dire en règle sur tout, en fait. Tu veux faire comment, là? Tu veux descendre? Ouais, on va descendre et puis on va bien voir comment est-ce que... Ouais. Eh ben, on descend jusqu'en... Ça va remonter avec... non? Normalement. Normalement, oui. Ouais. Eh 90, 50... 90... 70... 50, c'est OK. 63, je l'ai. Bouge pas, les filles. 90, 83. J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il faut bien se rendre compte qu'un contrôle pour un agriculteur, ça peut être comme un contrôle fiscal pour une autre profession. C'est inquisiteur. On se rend chez vous, on vous demande des comptes, on va voir sur pièce où sont vos bêtes. À chaque fois qu'un des contrôleurs des VPP débarque dans une ferme, c'est une menace de perdre une rentrée d'argent énorme, en fait. Et du coup, c'est une menace de viabilité économique de la ferme. Donc il faut prendre la mesure que c'est énorme ce qu'un éleveur a à perdre à chaque contrôle, en fait. Et que tant qu'on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le stress. Les gens sont installés par passion de l'élevage ou parce qu'ils aiment ce métier. Le côté administratif, c'est pas le côté le plus intéressant du métier, mais il faut quand même aujourd'hui le faire et le faire dans les délais, parce que il y a un lien avec l'ensemble des primes PAC qui sont versées à l'éleveur. Et qui dit pas fait dans les délais, dit en général lors de contrôle, pénalité, et le premier sanctionné, c'est encore l'éleveur. C'est celle-là qu'il faut faire gaffe. 22, combien? 99 là? Oh non, c'est pas ça, c'est 50, non? C'est laquelle qu'il faut faire attention? C'est celle-là. Il faut faire attention parce qu'elle est fort la pression vaut. Moi, je me suis fait charger une fois et mon père s'est fait charger 2 fois avec cette vache-là. Parfois, on voit plus les contrôleurs que des membres de sa famille, ça fait... C'est pas... On n'est pas des gangsters, donc... C'est même impressionnant de faire des normes comme ils font, alors qu'ils importent des produits hors Europe qui a beaucoup moins de contrôle et beaucoup moins de traçabilité que ce qu'on a. Et c'est pas pour autant qu'on a un surplus dans le commerce. 0,267. Celle-là, il nous manque une boucle, donc on va la remettre en commande. Depuis la crise de la vache folle, pour donner des gages de sécurité sanitaire à l'exportation, on a fabriqué ce dispositif de traçabilité individuelle des bêtes en les identifiant individuellement. Jérôme, lui, il voulait qu'on marque la nuance entre des élevages industriels et des petits élevages qui ne produisaient pas de nocivité, de toxiques. Et il engage un bras de fer avec l'administration sur ces points. Donc là-bas, c'est le lot qu'on a vu au fond, là-bas. Pas le dernier lot de Johnny, c'est le lot du fond, là-bas, où il y a Non, le lot, le lot qu'on a vu avant, les vaches qu'on a vues avant. J'en ai quelques-uns qui ont 2-3 problèmes. Alors, on va commencer à prendre ça. Donc dans ton lot de vaches, dans le grand lot, il y a une qui a été déclarée 277 et la boucle qu'elle a dans l'oreille, c'est 217, avec la mère 2278. Donc je vais te le refaire en 0,217. Il y a eu une erreur de fait sur le numéro. Ouais. Et je crois que l'erreur en plus c'est chez nous, parce que je crois qu'elle était à la saisie, qu'il y a eu une erreur. Donc comme ça on va y rectifier. Donc là j'avais le 0,223. Il faut que je te refasse le passeport avec une erreur de sexe, c'est un mâle. Donc là le 222
c'est le contraire, c'était déclaré en mâle, c'est une femelle. Donc là, j'ai 2 naissances aussi qui sont régularisées assez rapidement. Donc j'ai le 0233, c'est le petit veau qu'on a vu dans le pré, qui est avec sa mère. Oui, tu connais le taureau, le père de ce veau là C'est 51-58. Ouais, c'est ça, 51-58. D'accord. Et celui qui est en stabulation, il est de quand Quel numéro 0227. 0227. C'est un mâle. C'est un mâle aussi? Ouais. Mais je n'ai pas le temps. Il y a un petit peu de retard, ces 2 veaux-là. Et puis on aura 4 sorties qui n'ont pas été... Donc il y a 3 morts qui ont été oubliés. Donc c'est là que c'est vite fait l'histoire de la tolérance qu'il y a de 6 mouvements hors délai dans l'année. On est hors des clous, quoi. En fait, Jérôme, lui, il se retrouve dans une situation un peu acculée parce qu'il y a trop d'animaux qui ne sont pas déclarés dans les temps. Moi, j'ai été éleveur bovin, j'ai connu ça aussi. C'est compliqué de se tenir, d'être toujours parfaitement dans les clous. Même avec la meilleure volonté, franchement, c'est très complexe. Merci. Le début de l'engrenage qui va amener Jérôme à sa propre perte, en fait, à sa mort, c'est le moment où l'administration décide de l'obliger à faire des tests ADN pour réassurer l'affiliation de ses bêtes. Il s'y refuse, parce qu'il trouve ça absurde, Jérôme. Il est dans l'illégalité à cet endroit-là. Et là, c'est la sanction tombe, c'est immobilisation du troupeau. Il n'a plus le droit de vendre ses bêtes. Ne plus avoir le droit de vendre ses bêtes pour un éleveur comme Jérôme, ça veut dire plus de rentrée d'argent. Ça veut dire un troupeau qui va continuer à s'agrandir parce qu'il espère bien que la situation va se résoudre. Et du coup, il continue à faire prendre ses bêtes par le taureau, donc à avoir des naissances. De plus en plus de bovins sur une surface qui n'a pas augmenté. Et en plus, de plus en plus de difficultés à acheter les fourrages parce qu'il n'y a plus de rentrée d'argent. Donc la mortalité qui va manifestement advenir sur le troupeau de Jérôme, c'est pas de son fait. C'est le fait qu'on bloque son élevage, qu'on est en train de le mettre en péril, en fait. Et il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'il y a surmortalité, donc que le troupeau va mal, c'est que l'éleveur va pas bien. Et que la seule intervention de l'administration aujourd'hui, c'est régler le problème des bêtes, mais jamais de fabriquer un soutien quelconque à l'éleveur qui est en train de perdre pied. Oh Ouais. Et voilà. Retour près de sa mère. Jérôme Laronce, c'est un paysan idéaliste qui a l'amour du travail bien fait, il le décrit, le sillon bien droit, le bétail en bonne santé, les vaches traites à l'heure, et puis la fierté du paysan qui vend son bœuf en état. Enfin, il se rend compte que depuis des années, malheureusement, cet amour du travail bien fait est mis à mal par le fait que ça ne gagne plus sa vie et qu'il faut se soumettre au diktat de l'Europe pour demander des subventions, montrer pas de blanche. Donc montrer pas de blanche, ça suppose des contraintes administratives vraiment très importantes. Depuis 1992, le revenu du paysan dépend quasiment à 100% des subventions européennes. C'est une réalité, en fait. Quand on fait un bilan comptable, en fait, le revenu d'un paysan aujourd'hui est égal aux subventions européennes qui touchent. Ces subventions, en fait, ont été clairement créées pour diriger, orchestrer, en fait, l'évolution de l'agriculture. C'est-à-dire de faire en sorte que l'agriculture européenne puisse être concurrentielle sur le marché mondial avec des agricultures
celles des États-Unis, de l'Amérique latine, de la Chine. Les aides européennes, elles sont proportionnelles à la taille de l'exploitation, au nombre de bêtes, au nombre d'hectares. On pourrait se dire, plus on s'agrandit, en fait, plus on a des chances de s'en sortir financièrement. Et du coup, la course à l'agrandissement, qui est le premier réflexe en disant par le volume, on va compenser le manque à gagner, plus on s'agrandit, plus on a des chances de creuser sa tombe, en fait. Là, vous voyez la ferme du départ de mon grand-père et de mon papa. Et au fur et à mesure, eh bien, on a modernisé l'exploitation et il s'est construit les 2 bâtiments avec du photovoltaïque dessus. C'est la modernisation de l'agriculture qui a fait que les exploitations ont grossi et nous ont permis de pouvoir gérer plus d'animaux. Ça a bien évolué. Il y avait beaucoup moins de bêtes. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, il y avait 18 vaches, 18 mères. Aujourd'hui, ces exploitations où il y a un chef d'exploitation, il y a une structure, trop souvent, les gens travaillent seuls. C'est très dur de travailler tout seul. C'est très très dur et ces paysans sont devenus qu'un petit maillon d'un système de mise en marché. Et finalement, ce petit maillon, maintenant, il ne fait que souffrir. Et il ne procure plus de satisfaction. Moi, je pense que Jérôme, c'est typique de ces gens qui s'emmerdent sur leur ferme parce qu'ils sont tout seuls. Et il y a vraiment trop ce cliché de dire paysan, t'es peinard, t'es tout seul, tu décides tout ce que tu fais. Et c'est pas vrai, en fait. Tu t'emmerdes tout seul sur ta ferme et tu déprimes. Là, on rentre dans l'intimité des vaches. Je regarde s'il n'y a pas une qui est en train de véler. Je suis obligé de les surveiller toutes les nuits, plusieurs fois par nuit. Quand il y a un vélage qui arrive, je peux le surveiller et me lever au dernier moment. Si la vache le fait toute seule, je ne me lève pas. Si tout se passe bien, je le vois de mon lit. Donc là, un petit veau qui est né il y a 2 jours. Il est né avec une césarienne, on la voit. La période de vélage dure 3-4 mois, c'est des moments qui sont difficiles, où la fatigue s'accumule. Ça use aussi le moral des éleveurs et il faut être vigilant, garder le cap.
Jérôme venait d'une lignée d'éleveurs, d'une belle structure agricole. Ils sont éleveurs tous les jours. Ils sont éleveurs 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ils sont tout le temps éleveurs. Ils ne sont jamais au repos, ces gens. Ils ont du travail en permanence et leur affaire leur pèse tout le temps. C'est comme être parent. T'es tout le temps parent. T'es pas parent, quand t'es avec tes enfants, t'es tout le temps parent. Eh bien, le paysan, il est pareil avec ses champs et avec ses animaux. C'est compliqué, hein, ces boulots, quand même. C'est très compliqué. Tac. Voilà. Là, les grands-parents avec ma petite sœur. Dans cette maison, on était 9 à table, voilà, tous les jours, matin, midi et soir. Il n'y avait pas de solitude. Quand il y avait un problème, on s'en parlait. On s'en parlait peut-être que dans la famille, mais au moins on en parlait. C'était pas plus loin. Donc là, c'est moi qui est dans les bras de mon arrière-grand-mère, avec mes grands-parents. Ma ferme, moi je la dédie à mes grands-parents, à mes parents, parce qu'eux, ils ont bossé, c'est eux aussi qui ont construit. Et moi, ils m'ont mis un outil qui marchait, qui tournait dans les mains. Et c'est vrai que c'est une fierté. Oui, c'est compliqué d'admettre aussi qu'on n'y arrive pas. Parce que, pourquoi les générations d'avant, ils sont arrivés, et puis que nous, on n'y arriverait pas. L'échec serait encore plus douloureux, quoi. Jérôme était dans ce système qu'il n'avait pas choisi complètement. Il a repris l'exploitation familiale, c'était lui le prédestiné à cette succession. Dès qu'il y a le moindre grain de sable dans le système, c'est un système tellement tendu que tout s'effondre. Souvent, le mal-être, des gens qui craquent parce qu'ils sont trop isolés face à des situations trop lourdes, économiques, sociales. Toutes les formes de souffrance, de toute façon, font que ça peut tomber. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein, un couple qui va mal, des fois, et ça peut être la dégringolade parce qu'il n'y a rien pour se rattraper. Il n'y a pas de filet pour se rattraper. Quand c'est la chute, c'est la chute. Au départ, quand je me suis installé, moi, j'étais content. Donc, t'es content, t'as trouvé une ferme, t'as du terrain, t'as des animaux, t'as des bâtiments, et tu fonces. Je me suis vite aperçu qu'il y avait trop d'animaux sur la ferme par rapport aux bâtiments existants pour les loger. J'avais en moyenne 200-250 animaux présents. J'ai la place pour en loger 150. J'attaquais à 4 h du matin, je finissais autour de 22-23 h le soir pour recommencer ça tous les jours. Quand tu fais ça tous les jours, t'es pas chez toi. Moi, j'avais une famille, une femme et 2 enfants. Elle travaillait à l'usine en 2-8. Donc, par moment, elle était là, par moment, elle n'était pas là. Il fallait s'occuper des enfants au milieu. C'est un tout, en fait. C'est un état de fatigue générale, en fait. T'es fatigué, tu penses à te suicider parce que tu te dis qu'il n'y a plus que ça. Tu sais pas comment tu vas t'en sortir. Et puis là-dessus arrivent les emmerdes, quoi. On va parler franchement. Parce que quand tu perds une bête tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3, ou tous les 4, peu importe, hein, dans les bureaux, à l'EDE, à la DDPP, de partout, hein, ça clignote en rouge. Et là, ils ne voient plus que ton nom sur une ligne rouge. Ils se disent, il y a trop de morts, trop de morts, trop de morts. Et un jour, les agents de l'État débarquent. Et c'est le contrôle. Alors, moi, les contrôleurs que j'ai eu en face de moi, ils n'étaient pas ouverts à ce que je leur dise que j'avais besoin de souffler. C'est dans ce moment-là où l'agriculteur est seul, en fait. Et le problème de l'agriculture, c'est que les agriculteurs ont du mal à s'ouvrir aux gens. Il faudrait que les agriculteurs puissent parler. Et puissent avoir quelqu'un à qui parler, surtout. Parce que c'est bien beau de parler, mais à qui ? C'est quand même un peu particulier parce que nous, on a échangé beaucoup avec Jérôme, mais la situation qui lui a pesé, il ne nous l'a jamais évoquée.
À la Confédération paysanne, on a quand même passé au moins 2 années ensemble sans que les soucis, qui étaient déjà des charges conséquentes chez lui, soient évoqués. Jérôme ne nous parlait pas de ses contrôles, et moi je l'explique parce que Jérôme était content de sortir de sa ferme et de vivre dans un autre monde et d'oublier un peu ce qui le pesait peut-être. L'agriculture paysanne, on nous l'a appris, j'allais dire, quand on est rentré à la Confédération paysanne, c'est une agriculture qui produit une alimentation de qualité, qui emploie et qui préserve. On se rend bien compte que si on veut changer de pratique, il faudra plus de paysannes et de paysans. Il faudra arrêter avec cette disparition des emplois sur nos fermes. Jérôme, mon souvenir, c'est quelqu'un de déterminé pour le monde paysan et puis la reconnaissance des droits des paysans. Quelqu'un qui savait où il voulait aller, je pense, et puis qu'en avait dans la tête. C'est un très bon orateur, Jérôme. Les manifestations de ces derniers jours sont surtout conduites par la FNSEA. Mais ces gens sont prisonniers d'un système industriel, investissement, dépendance aux matières premières. Résultat, ils ne maîtrisent ni le prix de ce qu'ils achètent, ni le prix de ce qu'ils vendent. Ce que nous proposons, c'est une pédagogie du consommateur. Aujourd'hui, le bulletin de vote, c'est la carte bancaire. Vouloir des produits moins chers à tout prix, c'est engendrer des méthodes de production néfastes socialement et pour l'environnement. On a fait les fêtes paysannes, il était 150% dedans, trouver des gens pour faire des conférences, être à toutes les étapes. Donc il lisait beaucoup et donc du coup, après, ses idées étaient très fortes et il voulait aller jusqu'au bout de ses convictions. Il exprimait la position de la Confédération paysanne, puisque c'était le porte-parole, et donc il s'en prend à l'agro-industrie, l'hyperconcentration de la grande distribution. Il évoque les grandes centrales d'achat qui se partagent le marché. Il part d'Intermarché, Leclerc, Carrefour et Auchan. Pour lui, c'est un oligopole, et face à ces géants, le petit paysan, il n'a aucun poids. Le constat que nous faisons, c'est celui d'une grande souffrance dans les exploitations. Les agriculteurs sont plutôt des taiseux, et souvent ils retournent la violence contre eux-mêmes. C'est pour cela qu'il y a 1 ou 2 suicides par jour dans notre profession. Mais peut-être que la violence va finir par se tourner vers les autres. C'était tout début mai, quelques jours avant le drame. Et il y avait eu un week-end très très pluvieux. Et c'est là que Jérôme, on fait un tour de table. Et Jérôme nous explique qu'il vient de faire un écrit où il explique tout ce qui ne va pas pour lui. Et que ça va sortir bientôt. Et il ne nous en dit pas plus. Il est très très tendu. On sent qu'il est un peu à bout. Quand je reçois la lettre de Jérôme Laronze au journal de Saône-et-Loire, on est environ 10 jours avant sa cavale. Alors, ce qui me marque tout de suite dans cette lettre, quand je la lis, c'est que c'est une écriture assez sophistiquée, très très bien écrit, vraiment un style très plaisant, plein de références à la fois littéraires, à la fois des références plus contemporaines. Il y a même éventuellement de l'humour, alors que le fond du propos est triste. Il raconte tout ce qui se passe depuis 3 ans sur son troupeau, les contrôles, les retards de déclaration, les contrôles qui finissent par se passer mal, l'administration qui se bute et qui s'acharne. Il a subi en 3 ans, de 2014 à 2017, 6 contrôles, donc ça veut dire plus de 2 par an en moyenne. Donc ça veut dire que l'administration ne voulait plus le lâcher. Le texte qu'il écrit, Chronique et état d'âme ruraux, il les écrit avant sa cavale. Et il les écrit
dans une période où il a le temps de poser un recul sur cette situation avant de se faire saisir. Mais qu'est-ce que c'est une saisie d'un troupeau d'élevage? C'est en fait une décision qui est soit prise par le préfet, soit prise par un procureur. Du coup, c'est la décision d'enlever les bêtes, toutes les bêtes, à un éleveur, sous prétexte, la plupart du temps, de maltraitance animale. Pour qu'il y ait saisie de la part de l'administration, elle a besoin en fait, de faire appel à des services intermédiaires, parce qu'elle n'a pas les moyens elle-même d'opérer la saisie. Du coup, elle fait appel à 2 intermédiaires principaux, qui sont les marchands de bestiaux, qui vont servir au transport des bêtes, et aux associations de défense des animaux. Et ces associations, en fait, prennent en charge les bêtes. Je pense que là, c'est pas mal, parce qu'il y a les voitures de gendarmes. Allez, action. Tu l'as vu? Tu l'as vu, l'éleveur? Oui, il Ouais. s'en va. Il préfère s'en aller. Il préfère s'en aller. Ouais. D'accord, ok. Il préfère s'en aller pour l'enlèvement de son bétail parce que bon. Ouais, voilà. d'accord. Et sinon, qu'est-ce Bon, qu'il a c'est dit? aussi bien. Il a dit Ouais, que il c'était a- vendu, rien, non? Non, il a dit bon courage. Bon courage. Ouais. Ça veut tout dire. Monsieur Vincent? Oui, bonjour, je suis Frédéric Fron. Bonjour Toutou. Léo. Je suis le directeur de l'association à qui les animaux, vos animaux nous sont remis pour le temps de la procédure. Pourquoi le temps de procédure? Bah, donc c'est le... Moi, les bêtes, Oui, ils sont plus à moi, par exemple. Si, vous êtes toujours propriétaire. C'est juste la garde qui vous est retirée. Oui, alors? Donc vous êtes toujours propriétaire, ce qui veut dire que si vous voulez les vendre, vous pouvez toujours les vendre. C'est ça que je veux vous dire. Mais les vendre comme à un marchand? Bah oui, ça après on voit. Moi, j'avais mon marchand, j'ai réussi d'en rentrer quelques-unes. Ouais. J'en ai fait partir quelques-unes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que après, si vous voulez, une fois qu'on a les animaux, je peux reprendre contact avec vous, puis voir s'il y a un arrangement possible avec vous. Parce que sinon, si on attend que la procédure aille jusqu'au bout, ça prend un certain temps. Vous savez comment est la justice. Vous voyez ce que je veux dire? Ces bêtes, ils sont pas plus maîtres que les autres. Là. Non, mais écoutez, moi, l'État, c'est pas moi. Le parquet, c'est pas moi. Nous, on nous dit, voilà, les animaux sont retirés, est-ce que vous avez de la place dans une de vos fermes? Je dis oui, donc on vient les chercher. Maintenant, j'ai dit à votre fils à votre frère, qu'il y avait une possibilité ensuite de discuter ensemble. Vous êtes d'où? De Paris, l'association elle est sur Paris. Ah oui, Voilà. oui, d'accord. Mais on a des fermes partenaires dans toute la France. D'accord. Voilà. Donc là, vos animaux, ils vont aller dans une ferme partenaire de Bourgogne. D'accord. Voilà. Donc il va y avoir aussi des régules au niveau de l'EDE, etc. Ils vont faire la traçabilité parce qu'il y a quelques animaux qui ne sont pas bouclés. Il y a 6 vaches qui manquent les boucs. Ouais. Et quelques veaux que je ne pouvais pas, j'ai pas pu marquer. Ouais. À force d'acculer, de traquer l'animal, on a réussi de le mettre à bout, à bout carrément. Ouais. Mais bon, ne soyez pas à bout. J'en prends contact avec vous. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on n'est pas des voleurs. Non, mais moi je parle pas de voleurs. Non, mais je veux dire, on reprend contact avec vous une fois que l'opération est terminée et on voit ce qu'il est possible de faire. D'accord? Dans votre intérêt, de faire au mieux, quoi. Mais moi, de toute façon, le problème, il n'est pas venu de moi, le problème. Il est venu de beaucoup plus haut. Non, mais gardez bien à l'esprit qu'il y a un arrangement possible avec nous. Ah. Ok? Que personne n'est là pour vous détruire. Quoi. Voilà. Bah si, c'est ce qu'il faut. Le dernier contrôle que subit Jérôme en 2017, 9 jours avant sa mort, c'est un contrôle d'avant-saisie, c'est-à-dire c'est un inventaire du troupeau, et il l'avait bien compris. Et de partir en cavale pour lui à ce moment-là, c'était partir en campagne pour dénoncer tout ce dispositif, parce qu'en fait il avait pris conscience qu'à partir de ce moment-là, son troupeau lui appartenait plus, et que c'était le scandale absolu pour lui, quoi, en fait. À se méfier qui se place où. Oui, parce alors que c'est ce qu'on disait. on a des le minimum de personnes ici. Oui, on va. Qu'il y ait peut-être une personne juste en retour pour la barrière. D'un côté, on a des agents de l'administration qui ne se sentent pas sereins, donc ils ne veulent plus y aller sans escorte. Et de l'autre côté, on a Jérôme Laronce qui voit arriver des véhicules de gendarmes, des militaires qui sont armés. Et voilà, il ne comprend pas pourquoi ce déploiement de force. Où est-ce qu'il y a là, Thomas là? Allez, belle. Hé! Allez, va. Ouais, laisse! Comme ça!
Dans le texte écrit par Jérôme Laronze, ses chroniques et états d'âme ruraux, il fait mention d'un contrôle qui s'est très mal passé en 2016. Pendant que les agents contrôlent les animaux, Jérôme Laronze raconte qu'il est tenu à distance, à 100 mètres, sous la menace d'agents qui ont des tasers et d'autres armes, donc pour qu'ils n'interviennent pas. Hop, hey, hey. Voilà, hop, 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 hop. Il décide de faire le tour des pâtures, comme il explique, et il se trouve dans une pâture où se trouvent 20 bovins, et il les coince à un endroit où il y a un barbelé et un ruisseau. Et puis donc un des agents s'approche et il vocifère, comme dit Jérôme Laronze, il vocifère les matricules des animaux pour qu'un autre plus loin les note, pour qu'on repère les immatriculations. Et il hurle tellement fort que visiblement ça affole les bovins qui se mettent à entrer dans le ruisseau. Comme ils sont un peu coincés, il y a des bovins, il y en a qui tombent, d'autres qui marchent sur les bovins qui sont coincés. Jérôme nous apprend dans sa lettre que 5 bovins périront à la suite de ces piétinements dans le ruisseau. Il va chercher son tracteur et puis il va attacher lui-même les pattes de ces bovins pour les retirer du ruisseau, puisque les fonctionnaires qui l'aident un petit peu veulent pas se mouiller les chaussettes, comme il dit. C'est lui qui se tape tout le sale boulot de retirer les cadavres du ruisseau. En quelques minutes, en fait, des Robocop débarquent sur la ferme au nom de la bientraitance animale et sont capables de faire les pires choses, quoi, en fait. Je ne sais pas quel éleveur pourrait supporter ça. C'est tellement... Enfin, pour moi, ça me paraît énorme quand on connaît les éleveurs du Charolais, l'amour qu'ils ont pour les bêtes et puis les soins qu'ils leur donnent. C'est vraiment... Enfin, vous savez, c'est des gens qui aiment leurs bêtes, quoi. Donc, ils savent que leur capital est dedans, mentalement, ça doit être terrible, terrible. Et forcément qu'à ce moment-là, quelque chose devient irréconciliable à jamais dans la relation entre Jérôme et l'administration. On parle de ça avec lui au téléphone. Il m'explique qu'effectivement, à ce moment-là, après cet incident, on lui a demandé de ne pas en parler et qu'en échange de ça, on allait essayer de régulariser sa situation administrative. Allez, attends, c'est pas grave, fais avancer. Hop. Et toi, hop, là, oh, oh. Allez. Allez, on va faire passer. Hop. Allez, hop. Allez, hop. L'association va faire payer les frais de pension à l'éleveur. Donc il faut bien avoir conscience qu'à la fois, on vole, légalement, on entend bien, mais on vole le troupeau à l'éleveur, qui n'en trouvera la plupart du temps retrouvera aucun bénéfice financier. Et en plus de ça, s'il a la hargne pour se défendre, donc d'aller se défendre au tribunal, donc de refuser la vente de ses bêtes, il va devoir payer tout le temps que court la procédure des frais de pension. Ce qui fait qu'on est très vite à des centaines de milliers d'euros pour des troupeaux de la taille de Jérôme Laronze, et que c'est un assassinat économique, en fait. En plus d'avoir humilié, fait perdre toute dignité à un éleveur qui n'aura plus jamais le droit d'être éleveur de sa vie, on le ruine financièrement à vie, quoi, en fait. Et c'est pas seulement une double peine, en fait, ce que subit un éleveur saisi. C'est une triple, quadruple, quintuple peine, parce que derrière ça, il n'y a plus de ferme, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'argent. La plupart du temps, il n'y a plus de femmes, parce qu'elle s'est barrée, et s'il y avait des enfants, souvent avec les enfants, voilà, il ne lui reste plus rien, en fait.
J'adorais le métier de paysan. D'abord, pour moi, nous ne sommes pas des agriculteurs. Personnellement, j'ai toujours écouté depuis gamin, puis c'est ça. On n'est pas agriculteurs, on est paysans, on est bonhomme à la base. Dans le temps, si vous prenez des livres de vos ancêtres ou des conversations d'anciens, avant, on ne disait pas un agriculteur, c'était un bonhomme. Eh bien, pour moi, un bonhomme, c'est quelqu'un qui cultive la terre, qui s'occupe des vaches, qui s'occupe de la nature. C'est ça, un bonhomme. Malheureusement, ça va s'arrêter. Parce que, au jour d'aujourd'hui, notre viande, elle vaut quoi? 0. C'est vrai qu'il faut bien mieux faire venir de la viande qui vient de je ne sais où, qui passe je ne sais combien de temps dans des conteneurs réfrigérés, ou de la viande avariée. C'est vrai que c'est merveilleux. Mais mieux que d'avoir ces petits paysans, ces petits bonhommes dans les campagnes. C'est ça qui entretenait les campagnes. Maintenant, c'est plus des petites campagnes avec des fermes correctes. C'est des usines. Moi, j'appelle ça des usines à viande. J'ai reçu justement une facture à régler d'identification de petits veaux. Il y en a 14, 523,36 €. C'est quand même pas une petite paille. S'ils étaient si maigres que ça, il n'y a aucune vache qui aurait rempli, aucune vache qui aurait fait un veau. Et en plus, le taureau, il serait été dans le même état, il n'aurait pas pu remplir les vaches. Là, il y a quand même un gros problème. Pour moi, il y a un gros problème. Enfin, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Si, les factures qui arrivent, toujours. Ça, il n'y a pas de problème. Toutes les histoires de saisie qu'on a suivies, on se rend compte que la plupart du temps, en fait, les bêtes qui restent en pension font des petits, que les petits vont très bien, et qu'il y a tout un business aussi qui se fabrique sur les naissances en pension. C'est que tout ça est revendu à la fin, et jamais restitué en valeur à l'éleveur, quoi. En fait, tout ça est accrédité par les tribunaux, par les administrations, et l'éleveur n'a plus que ses yeux pour pleurer, quoi, en fait. Vous les voyez, les rapaces? Ils survolent une proie. Jérôme avait besoin d'un soutien humain. Et à ce moment-là, il n'y avait personne qui pouvait l'aborder pour lui apporter cet accompagnement humain dont il avait besoin. Jérôme, il était complètement seul à ce moment-là. Il était en train de craquer. Et là, on était bien pris parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre. Parce qu'on n'était pas formé à ce moment-là pour faire ça. Le problème pour un paysan de trouver du soutien à l'extérieur, et notamment auprès des institutions, en fait, c'est que les institutions estampillées pouvant aider un paysan en difficulté, en fait, toutes ces institutions sont main dans la main avec les mêmes institutions qui, elles, sanctionnent. En fait, c'est que c'est très compliqué aujourd'hui et improbable de séparer l'échiquier administratif de la DDPP, la Mutualité sociale agricole, la Chambre d'agriculture, l'EDE. Donc même si des assistantes sociales peuvent parfois, au sein de la Mutualité sociale agricole, apparaître avec une empathie, une bonne intention, comment faire confiance à des structures qui sont tenues par les mêmes personnes et qui sont tenues par la même logique idéologique, en fait, la même visée d'industrialisation de l'agriculture.
Jérôme, il explique dans son journal, dans sa chronique, ce que peu de personnes font. Il raconte une tentative de suicide. Il est complètement déprimé. Il va se rendre avec une chaise et une corde près du domicile de la femme qui a organisé le contrôle. Il veut se pendre à un arbre près de cette maison. Il raconte la découverte de la maison cossue, de cette fonctionnaire, de son mari qui travaille lui aussi dans l'agroalimentaire. Il a quelques considérations sur le peu d'égard qu'a l'industrie vis-à-vis des paysans. Ensuite, il est dans un vraiment très beau texte. Il raconte que se trouve tout près de là, tout près de la maison devant laquelle il veut se suicider, un pré dans lequel un cheval accourt à la barrière et cherche à communiquer avec Jérôme. Et lui, qui monte à cheval, se laisse happer par l'attention du cheval, le caresse, il raconte la chaleur du souffle du cheval dans son cou. Il dit j'aurais pu monter sur ce cheval et pour fuir l'absurdité du monde. C'est ça qui finit par le dissuader de se suicider. Ça et le fait qu'il ait lui-même eu 2 amis qui sont morts, dont un par suicide, et qu'il se souvient de la colère que lui-même avait ressentie vis-à-vis de ce copain qui les avait quittés tout seul comme ça. Il change d'avis, il repart avec sa corde et son tabouret dans sa voiture. Ce passage-là, où il parle de l'envie de se suicider qui le traverse, raconte en fait, au fond, l'élan vital qui le rattache à cette vie paysanne, en fait, et à sa vie tout court. Il est parti avec son tracteur, déterminé, dès ce moment-là, à faire campagne, comme il le dit très vite après, à utiliser le scandale de cette cavale pour atteindre les journalistes et essayer de rendre public son combat. Ils sont arrivés dans ma ferme avec au moins une dizaine de voitures et de nombreux gendarmes armés. Le paysan, on le fait culpabiliser du matin au soir. Je n'ai absolument pas l'intention de me suicider. C'est la période électorale. Je vais faire campagne. Le premier titre qu'on a consacré à ce qui allait devenir l'affaire Laronze, c'était le 16 mai 2017. Je l'ai eu au téléphone la veille. Il m'a expliqué qu'il était parti de chez lui et que les gendarmes le recherchaient. Et je l'interroge notamment sur l'épisode du tracteur. D'après les gendarmes, il leur a foncé dessus. Il le considère comme dangereux. Et je lui demande, est-ce que c'est vrai? Parce que c'est vraiment le point de départ, en quelque sorte. Et il dit, j'ai voulu les effaroucher, donc leur faire peur. Et à ce moment-là, il n'avait aucun... Selon lui, il ne leur voulait pas du mal directement, quoi. Et il dit, oui, j'étais sur mon tracteur, je m'y suis un peu réfugié et j'ai d'ailleurs titré là-dessus, mon tracteur était le seul moyen d'avoir droit à la parole. Ensuite, il est revenu chercher sa voiture. Les gendarmes l'ont croisé et une course-poursuite s'est engagée. Et c'est à partir de là où Jérôme Laronze était introuvable. L'administration a pris peur, en fait, très vite, dans la suite de ce contrôle, qu'il soit capable de mettre fin à ses jours. Et du coup, il y a eu une ordonnance de placement en internement d'office à l'hôpital psychiatrique. Et que c'est ça qu'il a fui, en fait. C'est ça qui fait qu'il a jamais voulu se rendre, en fait. C'est qu'il savait que se rendre, en fait, c'était éteindre son combat à coups de camisole chimique dans un hôpital psychiatrique. Et il n'avait pas du tout envie de ça, en fait. Alors moi, quand Jérôme part en cavale, j'apprends ça et je me dis, le mieux c'est de le laisser tranquille. Jérôme, il va bien revenir chez lui et puis qu'on lui fiche la paix.
Et puis après, l'idée suivante, c'était de se dire, quand j'apprends que ça dure et qu'il est toujours en vadrouille, je me dire, peut-être qu'il peut arriver là aussi. Peut-être qu'on peut le voir arriver, et ça aurait été un super moment, ça aussi, de le voir arriver. On ne le voit pas arriver. Jérôme Laronze est en cavale depuis 9 jours. Le véhicule de l'éleveur est signalé par un riverain à quelques kilomètres de chez lui. 2 gendarmes de Cluny arrivent sur un chemin isolé. Jérôme Laronze est au volant, il démarre en trombe selon les militaires. Des coups de feu sont tirés par les gendarmes. A priori, Jérôme Laronze était endormi, il est réveillé, il voit ces gendarmes. Et à ce moment-là, les gendarmes de la patrouille disent qu'il leur a foncé dessus. Donc ils dégainent leur arme et ils tirent. 3 de ces balles vont atteindre Jérôme Laronze, et dont au moins une sera mortelle. La version des gendarmes, elle est assez claire. C'est en quelque sorte de la légitime défense. C'est pour ça qu'on a fait usage de nos armes. Mais voilà, la famille qui s'est constituée partie civile dans le dossier ne croit pas du tout à cette version. Durant 3 heures, à l'abri des regards, car dans une zone totalement bouclée par la gendarmerie, la reconstitution du décès de Jérôme Laronze s'est déroulée ce matin. Pour les sœurs de l'agriculteur, le premier temps difficile était de revoir la voiture fortement dégradée. Puis elles ont rencontré les 2 gendarmes qui ont tenté d'interpeller leur frère. Tout dans cette affaire tourne autour des 5 tirs. 3 de côté et 2 de dos ont été relevés. Mais étaient-ils justifiés? La famille en doute depuis le début et la reconstitution leur laisse un goût amer. Il y a quand même une concordance évidente, matérielle, qui permet de toute façon d'affirmer que le gendarme n'a jamais été face au véhicule. Donc il ne s'est jamais trouvé en situation de danger. Il y a bientôt presque 5 ans que ça s'est passé et il s'est toujours pas jugé. Mais en face, il y a une sœur de Jérôme Laronze qui est avocate et qui n'a pas du tout envie qu'on oublie la façon dont ça s'est passé et qui veut rendre justice à son frère. C'est une journée difficile pour la famille, mais votre présence ici, je pense qu'elle est importante. D'abord parce que si Jérôme voit ça quelque part, je pense qu'il en est très très satisfait, très heureux, parce qu'il aimait avoir du monde autour de lui. Jérôme était dans un élan vital de colère, il n'y avait aucune folie, il y avait une lucidité incroyable en fait, et que toute la manière dont la mort de Jérôme a été médiatisée par la suite, au fond, a surtout servi à dépolitiser son combat et à fabriquer la figure du paysan éternel victime, sans qu'on s'attache plus à voir, à regarder par quoi il était écrasé. Or, c'était ça que voulait faire apparaître Jérôme, c'était ces mécanismes d'écrasement historique de la paysannerie. Et c'est ça, c'est le combat qui reste à continuer aujourd'hui, quoi. Un petit oiseau, mais petite mésange. Petite mésange. Un bourdon. Une abeille. Toujours les cris-cris.